Salut les justiciables, ici Karim Bouzalga, avocat au barreau de Versailles. Vous avez sûrement vu passer sur vos réseaux sociaux des messages alarmistes sur la loi Schiappa. Certains disaient que l'on légalise la pédophilie en France. D'autres allaient même jusqu'à dire que c'était la victoire des pédosatanistes. Une pétition a été lancée par 250 personnalités pour demander le retrait de ce projet de loi, notamment son article 2. Dans les médias, les associations de défense des droits de l'enfant se sont mobilisées pour critiquer ce texte. À l'enfant, c'est au mineur de prouver qu'il était non consentant. Si on faisait le texte de loi que nous voulions, ce serait inversé. Ce serait à l'accusé de faire la preuve que l'enfant aurait été consentant. Moi, le 25 novembre dernier, qui était la journée internationale contre les violences faites aux femmes, j'ai été invitée à l'Élysée, comme beaucoup d'autres associations féministes, devant le président Emmanuel Macron, qui s'est engagé à ce qu'il y ait un âge minimal. De l'autre côté, le gouvernement jurait que ce texte venait renforcer le code pénal et venait sanctionner plus durement les atteintes sexuelles commises sur les mineurs de moins de 15 ans. L'article 2, c'est un article qui vise à renforcer la condamnation des violences sexuelles quand elles sont commises sur des enfants, donc sur des mineurs de moins de 15 ans. Il a suscité la polémique d'abord parce que c'est un sujet épineux et sensible, et ensuite parce qu'il y a un vocabulaire juridique. Il y a de quoi vraiment être perdu. Et plusieurs personnes m'ont demandé de faire une vidéo de clarification sur ce sujet et c'est ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Mais avant ça, est-ce que vous êtes abonné à cette chaîne YouTube ? Alors c'est un sujet qui est juridique, bien évidemment, donc on va citer un certain nombre de textes du code pénal et pour comprendre, je vous invite vraiment à suivre cette vidéo jusqu'au bout. On va commencer par le point de départ, c'est se demander mais pourquoi le gouvernement a-t-il fait ce projet de loi? D'où vient la loi Schiappa? Eh bien cette loi en fait, elle réagit à deux affaires qui ont choqué l'opinion. La première affaire, c'est celle de la cour d'assises de Melun qui a acquitté un homme qui était poursuivi pour viol parce qu'il avait eu, à l'âge de 22 ans, il avait une relation sexuelle avec une mineure de 11 ans. Eh bien, les jurés de la cour d'assises, qui sont des citoyens, comme vous et moi, avec 3 magistrats, ont acquitté cet homme du chef de viol et ils ne l'ont condamné que pour atteinte sexuelle. Le parquet général, d'ailleurs, a fait appel de la décision. Elle a eu peur et on n'a pas un mécanisme de réflexion ou d'analyse de la situation comme vous et moi. Pourquoi la justice n'a pas retenu le viol? Parce qu'elle considère que sans violence, sans contrainte, menace ni surprise, cela constitue une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans. Et la deuxième affaire, celle dite de Pontoise, qui est intervenue à quelques semaines d'intervalle. C'était un homme de 28 ans qui avait eu une relation avec une mineure de 11 ans. Et dans ce dossier, le procureur de Pontoise n'a pas choisi la qualification de viol et il a renvoyé ce dossier devant le tribunal correctionnel pour que cette affaire soit jugée pour atteinte sexuelle. Le tribunal correctionnel lui-même a renvoyé ce dossier, souhaitant que la qualification de viol puisse être retenue. Si le parquet n'a pas décidé de poursuivre l'agresseur pour viol, c'est qu'il n'a pas retenu la contrainte au moment des faits. Car l'enfant a suivi l'homme et sous le choc, elle n'aurait opposé aucune résistance. Vous voyez, dans ces deux dossiers, ça a choqué l'opinion et il y a eu une mobilisation des associations de défense des droits de l'enfant qui ont demandé au gouvernement d'instaurer dans la loi une présomption de non-consentement en instaurant donc un âge en dessous duquel il n'y avait aucun débat, il y avait nécessairement non-consentement du mineur dans le cadre d'une relation avec un adulte. Le gouvernement a répondu favorablement à ces réactions en promettant qu'il allait inscrire cela dans la loi. Et c'est comme ça que le projet de loi Schiappa est apparu. Alors, le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert une large consultation, un débat, en faisant intervenir des experts, des juristes, des associations, des personnalités de la société civile. Et c'est un débat qui est à la fois juridique, mais c'est également un débat de société qui touche à un sujet tabou, puisqu'on parle de la sexualité. Et c'est également un sujet qui suscite une très vive réaction de l'opinion publique, parce que l'opinion publique, elle déteste tout ce qui se rapporte de près ou de loin à la pédophilie, et elle a bien raison. Pour commencer, il est important de bien savoir ce qu'il y a déjà dans le code pénal avant la loi Schiappa. En réalité, le code pénal, il sanctionne 3 infractions. La première infraction, c'est le viol, c'est un crime, c'est l'infraction la plus grave,
en matière sexuelle. Et le code pénal, c'est l'article 222-23 du code pénal qui indique que tout acte de pénétration de quelque nature que ce soit, commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Et le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle, 20 ans lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans. Vous voyez bien que pour que le viol soit retenu, il faut démontrer deux choses. La première, c'est une pénétration de quelque nature que ce soit, un objet, une pénétration avec le sexe, pénétration avec le doigt, de quelque nature que ce soit. Et la deuxième chose, c'est démontrer qu'il y a eu contrainte, menace, violence ou surprise. La deuxième infraction qui est punie par le code pénal, c'est l'agression sexuelle. L'agression sexuelle, elle est définie par l'article 222-22 du code pénal. Et ce texte dit « Toute atteinte sexuelle commise par menace, violence, contrainte ou surprise est une agression sexuelle ». L'agression sexuelle est punie de 10 ans d'emprisonnement lorsqu'elle est commise sur un mineur de moins de 15 ans. La troisième infraction dans le code pénal, c'est l'atteinte sexuelle. Lorsqu'on n'arrive pas à caractériser la contrainte, la surprise, la violence ou la menace, eh bien, on retient l'atteinte sexuelle. Et l'article 227-25 du code pénal dit que le fait pour un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans, c'est puni de 5 ans d'emprisonnement. Alors, on voit bien que tout le débat va poser sur la notion de contrainte, puisque les associations de défense des droits de l'enfant considèrent qu'il y a automatiquement une contrainte lorsqu'on a affaire à un mineur de moins de 15 ans. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est que depuis 2010, la loi prévoit la notion de contrainte morale. Ça existe déjà dans le code pénal, puisque cet article, c'est l'article 222-22-1 du code pénal, qui dit que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre la victime mineure et l'auteur des faits. Ou bien ça peut aussi résulter de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime. Donc on voit bien que le code pénal, depuis 2010, reconnaît la contrainte morale liée à la différence d'âge ou à une notion d'autorité, de fait ou de droit sur la victime. Les associations considèrent que ce n'est pas suffisant parce que cette notion de contrainte morale, elle est appréciée au cas par cas par les juridictions. Et dans les dossiers, quand on a un dossier de cette nature où on a une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans, eh bien, ce que font les magistrats, c'est qu'ils ordonnent des expertises psychologiques du mineur et ils demandent à l'expert de se prononcer sur le niveau de maturité sexuelle du mineur, son niveau de connaissance en la matière, si le mineur est impressionnable, si le mineur est influençable et si le mineur a la capacité de dire non, de s'exprimer, etc. Et c'est ce qui a été trouvé comme étant choquant par beaucoup d'associations. Elles ont estimé qu'on n'a pas à rentrer dans ce débat. Lorsqu'on a un mineur de moins de 15 ans, il faut reconnaître automatiquement une présomption de non-consentement. Ce débat, il n'a pas du tout lieu lorsqu'on a affaire à des mineurs en bas âge. On ne rentre pas du tout dans la discussion, on considère nécessairement qu'il n'y a pas de discernement ni de consentement quand on a un mineur en bas âge. Toute la difficulté du code pénal, c'était que lorsqu'on a affaire à des mineurs de moins de 15 ans, mais qui sont quand même dans l'adolescence ou dans la préadolescence, où l'on sait, et ça peut paraître choquant, mais on sait qu'il existe une certaine forme de sexualité à cet âge-là, notamment les mineurs entre eux, eh bien les associations ont trouvé que malgré tout, il faut quand même protéger les mineurs en dessous de 15 ans. Et c'est ce qu'a décidé de faire le gouvernement dans ce projet de loi Schiappa et notamment dans son article 2. Le gouvernement a juré qu'il allait inscrire cela dans la loi. Sauf qu'il s'est trouvé face à un avis du Conseil d'État qui lui a rappelé les éléments essentiels du droit. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. En fait, le Conseil d'État, dans son avis du 15 mars 2018, va rappeler au gouvernement que si l'on instaure une présomption de non-consentement en dessous de l'âge de 13 ans ou de 15 ans, il y avait un débat, mais le gouvernement a retenu l'âge de 15 ans, eh bien, ça revenait à instaurer une présomption irréfragable, automatique, de culpabilité, et ça, ce n'est pas possible dans la loi. Il faut nécessairement que les droits de la défense puissent s'exprimer, que le droit à un procès
équitable puisse s'exprimer et qu'on respecte la présomption d'innocence. Et ça, c'est quelque chose qui est établi dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais également dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc le gouvernement a dû faire marche arrière sur ce point. D'ailleurs, le Conseil d'État a également rappelé les limites de ce projet de loi en donnant un cas de figure qui interpelle tout le monde. Il donne l'exemple d'une relation amoureuse entre une mineure de 14 ans et un jeune de 17 ans. Eh bien, cette relation amoureuse se passe, à dire normalement, alors ça peut choquer qu'un mineur de 17 ans sorte avec une adolescente de 14 ans, mais cet exemple est donné par le Conseil d'État. Eh bien, au final, lorsque ce jeune de 17 ans fêtera son anniversaire et qu'il aura 18 ans, eh bien sa relation se transformerait automatiquement en un viol. Et cela montre les limites de ce texte, et c'est pour ça que le gouvernement a dû faire marche arrière et revoir son article 2. Que dit l'article 2? Que dit la loi Schiappa qui a été votée le 3 août 2018? C'est une pénétration. Et bien là, c'est tout acte de pénétration sexuelle. Et là, on crée un délit d'atteinte sexuelle avec pénétration. Alors le gouvernement, il a un peu tâtonné, il a d'abord tenté d'instaurer la notion d'atteinte sexuelle avec pénétration, c'est-à-dire une modification du texte sur l'atteinte sexuelle, en rajoutant que lorsque l'atteinte sexuelle se fait avec pénétration, c'est puni de 10 ans d'emprisonnement. C'était ce qui était prévu dans l'article 2, et c'est cet article qui a causé cette explosion d'indignation de la part des associations et de plusieurs personnes dans l'opinion. Alors, ce que voulait faire en fait le gouvernement, à mon avis, c'est que le délit d'atteinte sexuelle que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est le fait d'exercer sans contrainte, sans violence, sans menace, sans surprise, un acte sexuel sur un mineur de 15 ans, eh bien, ce texte-là ne distingue pas pénétration ou pas pénétration. C'est puni de la même manière. Et regardez dans les deux affaires qui nous ont choqués, celle de Melun et celle de Pontoise, nous étions dans les faits avec une atteinte sexuelle avec pénétration. Et on était déjà avant la loi Schiappa. Et en réalité, les associations, elles, ce qu'elles veulent, c'est que le délit d'atteinte sexuelle n'existe plus en tant que tel, qu'il y ait soit agression sexuelle, soit viol, puisque à chaque fois pour eux, il y a contrainte. Les mineurs de moins de 15 ans ne peuvent pas consentir. Nous avons vu que ce n'est pas constitutionnel, que le gouvernement a dû reculer. Alors, la dernière version du texte tel qu'il a été voté le 3 août 2018 ne fait plus référence à cette notion-là d'atteinte sexuelle avec pénétration. En réalité, le texte revient sur la notion de contrainte en donnant des précisions. Alors, nous allons voir le texte ensemble. En réalité, le gouvernement, dans son article 2, ce qu'il a fait, c'est que, premièrement, il a augmenté le quantum de la peine. Au lieu que l'atteinte sexuelle soit punie de 5 ans d'emprisonnement, dorénavant, c'est puni de 7 ans d'emprisonnement. La deuxième précision, c'est que le gouvernement a voulu caractériser la contrainte de manière plus large, en disant que la contrainte peut résulter de l'autorité de fait ou de droit, ça nous l'avons déjà vu, et cette autorité peut être caractérisée par une différence d'âge significative. Cette différence d'âge n'étant pas précisée, et c'est au cas par cas de l'étudier par le magistrat. Le texte rajoute que lorsque les faits sont commis sur un mineur de moins de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. Alors c'est une formule juridique un peu alambiquée pour matérialiser la notion de contrainte. Alors moi, ce qui me gêne avec cette formulation-là, c'est que je me demande qu'est-ce que ça change par rapport à l'état antérieur du droit. Nous avons vu tout à l'heure que dans les dossiers, systématiquement, on évalue la contrainte morale, on évalue le discernement, on évalue l'écart d'âge, on évalue toutes ces choses-là dans les expertises, dans les débats, c'est quelque chose qui est déjà existant. Alors, la seule chose que fait la loi Schiappa, c'est qu'elle vient préciser la contrainte morale. C'est très bien de le mettre dans le texte, maintenant que c'est dans la loi, mais ça ne change rien sur la pratique et sur ce qui existait déjà auparavant. Alors, ce qui est regrettable, et peut-être ce qui est le plus choquant dans cette loi, c'est qu'au final, elle ne change rien, ou presque rien. Et c'est ça le vrai scandale de ce texte, c'est qu'on a mobilisé des juristes, des associations, on a mobilisé tout un débat, toute l'opinion publique pour arriver à ça, c'est-à-dire une montagne qui accouche d'une souris, un texte qui vient simplement préciser quelque chose qui existait déjà auparavant. Depuis 2010,
c'est-à-dire la contrainte morale telle qu'on la connaissait dans le code pénal. Bon, pour ne pas être trop caricatural, il y a quand même quelques avancées dans cette loi du 3 août 2018. La première, c'est l'allongement du délai de prescription. Dorénavant, une victime pourra porter plainte jusqu'à 30 ans après sa majorité, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 48 ans, contre 20 ans auparavant. Eh bien, auparavant, une victime, après l'âge de 38 ans, elle ne pouvait plus porter plainte. La deuxième avancée, c'est la création d'une nouvelle infraction, l'outrage sexiste. L'outrage sexiste est une contravention de 4e classe qui est définie à l'article 621-1 du Code pénal comme le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste, soit qui porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Et l'outrage sexiste est puni par une contravention de 5e classe, c'est-à-dire 1 500 € lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans, sur une personne vulnérable, dans les transports en commun ou en réunion. Alors, moi je m'interroge sur l'application qui sera faite de ce texte, puisque cela suppose d'une part le flagrant délit, sinon il y aura une grosse difficulté de preuve. Cela pose quand même aussi la question de la limite entre la drague de rue, parfois un peu maladroite, et vraiment le champ de l'infraction. Et je m'interroge sur l'engouement des policiers à verbaliser dans ce type de cas, alors qu'ils sont déjà débordés par la délinquance et la criminalité. Mais c'est des quartiers les plus difficiles, et le harcèlement de rue sera le cadet des soucis de nos collègues qui vont être affectés dans ces zones. Et regard appuyé, qu'est-ce que c'est? On arrive, c'est quelque chose qui n'est pas de la loi, c'est du subjectif. Bon, en conclusion, je dirais que cette loi du 3 août 2018 ne change rien ou presque, c'est-à-dire qu'en 2018, les pédophiles pourront toujours être poursuivis pour viol, avec 20 ans de réclusion criminelle lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans. Ils pourront toujours être poursuivis pour agression sexuelle avec 10 ans encourus lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans. Et pour atteinte sexuelle, au lieu d'encourir 5 ans, ils encourent désormais 7 ans d'emprisonnement, donc une aggravation quand même des peines encourues. Moi, il y a deux choses qui m'ont quand même assez surpris, c'est le niveau de désinformation autour de ce projet de loi. On a quand même atteint des choses assez ridicules, avec des sous-entendus complotistes, satanistes complètement absurdes. J'ai été impressionné par le niveau d'ignorance de l'opinion publique sur ces sujets-là, sur ces dossiers-là. Ce qui se passe, c'est qu'on est tellement émotionnellement écœuré par la pédophilie qu'on imagine, on a le fantasme du pédophile prédateur. Alors qu'en réalité, moi qui défends beaucoup de dossiers d'auteurs ou de victimes, eh bien, la réalité, c'est que dans la plupart des cas, l'auteur des faits, c'est un membre de la famille ou un proche, un voisin, un beau-père, un grand frère, un oncle, etc. Et du coup, ça donne une approche différente. Et lorsqu'on a affaire à ce type de dossier, les tribunaux sont très sévères, contrairement à ce qu'on peut penser. Et lorsqu'on a affaire à ce qu'on peut appeler un pédophile prédateur, les tribunaux sont encore plus sévères et c'est très très lourdement sanctionné devant les juridictions. Alors, pour éviter la diffusion comme ça de fake news, de fausses informations, le mieux c'est quand même que quand vous recevez une information, de bien voir clair avant de diffuser. Parce qu'on peut, sans s'en rendre compte, blesser des gens, inquiéter les gens et après regretter ce que l'on a fait. Vous savez tout ou presque maintenant sur la loi Schiappa du 3 août 2018. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez liker, partager, commenter. C'est très important pour que mes vidéos soient mieux référencées sur YouTube et aider le plus grand nombre de personnes à comprendre ces sujets. Vous savez qu'en envoyant le mot formation à l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description, vous pouvez recevoir gratuitement ma formation sur la gestion des conflits et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.